Lorsque deux plongeurs professionnels prévoient d'inspecter un barrage hydroélectrique endommagé, ils s'attendent à ce que cela ne prenne que 15 minutes. Malgré un plan de préparation strict, une erreur incroyable a des conséquences mortelles. Voici l'analyse fatale de l'accident du barrage du lac Olivier. Le 27 octobre 2020 a débuté comme une journée de travail banale pour Eric Herbert et Alex Paxton. En tant que plongeurs professionnels du groupe industriel Glen, leur mission du jour était d'effectuer une vérification rapide du barrage du lac Olivier à Columbus, en Géorgie. L'entreprise où ils travaillaient avait le contrat de maintenance des systèmes sous-marins. Le barrage était exploité par Georgia Power avec ses propres employés sur place pour gérer les opérations. C'était un barrage hydroélectrique produisant de l'énergie à partir du flux d'eau contrôlé le traversant. La chaîne d'une vanne de contrôle était défectueuse. Eric et Alex devaient identifier précisément ce qui était cassé pour établir un plan de réparation formel. Avec plus de 10 ans d'expérience, ils étaient tous les deux très à l'aise avec les procédures impliquées dans une telle plongée. Bien qu'ils soient confiants, la planification est très sérieuse et méthodique. L'un des plus grands risques pour les plongeurs professionnels est la pression différentielle ou les sources d'énergie dans l'eau. Cela inclut les vannes ouvertes, l'eau en mouvement ou les zones où la pression est différente entre les chambres. Cette différence de pression peut aspirer un plongeur dans un trou ou contre une grille avec une force mortelle. En raison de ce risque, l'effort le plus important avant la plongée consistait à identifier les sources potentielles d'énergie dans une installation. Elles étaient généralement listées individuellement sur une checklist. La procédure pré-plongée détaillée pour l'installation consistait à verrouiller et étiqueter toutes les sources d'énergie. Le verrouillage et l'étiquetage, ou lockout tagu, exigeaient sans que chaque vanne ou interrupteur soit verrouillé en position fermée et étiqueté avec une étiquette avertissant les autres de ne pas toucher tant que le lockout tagu n'est pas retiré. Cette procédure est cruciale pour protéger quiconque dans l'eau. La liste de contrôle lockout tagu est signée par 2 employés du barrage puis validée par l'entreprise de plongée responsable de la maintenance. Ce jour-là, le lockout tagout a été réalisé par les employés du barrage du lac Oliver, chaque élément vérifié 2 fois et étiqueté pour maintenance. Eric et Alex étaient prêts à commencer le travail, mais avant d'entrer dans le barrage, ils ont vérifié une dernière fois toute pression différentielle. Ils connaissaient l'emplacement des vannes et de la vanne d'amorçage indiquée sur la liste de contrôle lockout tagu. Ils ont plongé leur appareil de mesure dans l'eau pour confirmer qu'il n'y avait aucun mouvement d'eau à ces endroits. Tout semblait en ordre, alors ils se sont placés au-dessus de la vanne numéro 3 et se sont préparés à entrer à l'intérieur du barrage. Eric, le superviseur de l'équipe, a proposé de descendre vérifier la chaîne lui-même. Sachant que les réparations nécessiteraient de nombreuses plongées, il a proposé de remplacer son partenaire de plongée. Alex l'a arrêté d'un geste de la main et a dit qu'il sauterait pour voir. Ils entrèrent dans une chambre remplie d'eau où se trouvaient les principales vannes du barrage. Elle était complètement reliée au lac principal. La porte de la vanne était soulevée par une chaîne quand les vannes s'ouvraient chion. En position ouverte, l'eau s'écoule vers la turbine pour générer de l'électricité. La centrale électrique était à l'arrêt lorsqu'elle était fermée. Le flux d'eau principal traversait la conduite forcée jusqu'aux turbines où la rotation du système générait l'électricité. L'eau se déversait ensuite dans la partie basse de la rivière. Lorsque les vannes étaient fermées, la conduite forcée se vidait et devenait essentiellement une chambre ouverte menant aux turbines. Ce jour-là, après la fin du lot d'eau, la conduite forcée était quasi vide car toutes les vannes étaient verrouillées. Tout étiqueté, Alex se sentait parfaitement en sécurité en plongeant dans l'étroite colonne d'eau. Il a commencé en haut de la chaîne et est descendu lentement en cherchant d'éventuels défauts. Il portait une caméra et une lampe sur son casque pour filmer ses découvertes. Son équipement de plongée comprenait une lampe et une caméra sur le casque, une communication avec l'assistant en surface et un ombilical d'air pour un approvisionnement continu. Alors qu'il descendait le long de la chaîne dépassant les 6 mètres, tout se déroulait normalement et selon les attentes. La chaîne étant en bon état, il a continué sa descente progressive. Puis, en un instant effrayant, il a pleinement ressenti la brusque traction sur son corps. Cela n'a pris qu'une seconde, car une fois qu'il t'a attrapé, il t'a attrapé. Son bras, étant le plus proche du trou, a disparu dans le tuyau avant qu'il ne puisse réagir. Son corps obstruait maintenant largement le trou, intensifiant la force de l'eau qui continuait de s'écouler. Avec une force violente de 850 livres de pression, il était impossible de retirer son bras ou de résister à la force de la colonne d'eau. Il a crié qu'il était coincé. « Je suis coincé !»
Le bras d'Alex était aspiré dans un tuyau de 25 cm avec une force intense. Son corps était si comprimé contre le barrage qu'il pouvait à peine respirer. Eric a immédiatement essayé de le tirer vers le haut, mais aucune force ne pouvait libérer Alex de ce piège. Eric et les employés du barrage essayaient de comprendre quelle différence de pression pouvait provoquer une telle aspiration. Tous les emplacements du loto ont été vérifiés à nouveau. Mais ils étaient désactivés et étiquetés, comme cela avait déjà été confirmé plusieurs fois avant même le début de la plongée. Il a fallu plus de 30 minutes pour comprendre d'où venait l'aspiration et pour fermer correctement la vanne. Alors, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné ? Ce qu'Alex, Eric et même certains employés du barrage ignoraient, c'est qu'il y avait une autre vanne qui ne figurait pas sur la liste de contrôle loto. Ce tuyau servait à amorcer la conduite forcée avant d'ouvrir la vanne principale. Si la conduite forcée était complètement vide lorsque la vanne était ouverte, un énorme flot d'eau se précipiterait dans la chambre et pourrait endommager la turbine à l'extrémité du tuyau de la conduite forcée. Pour éviter cet afflux massif d'eau, il y a un petit tuyau d'amorçage qui laisse entrer un volume d'eau plus faible dans la conduite forcée afin de la remplir avant le fonctionnement complet du barrage. Ce système d'amorçage avait en fait deux entrées d'eau possibles. Il y avait une vanne à clapet, similaire à ce que l'on trouve dans une chasse d'eau classique, et une vanne à guillotine avec une poignée en forme de roue. Ces deux vannes n'étaient mentionnées qu'une seule fois sur le formulaire de consignation. La vanne à clapet était verrouillée et étiquetée pour cette plongée, mais personne n'avait tourné la roue de la seconde vanne pendant qu'Alex était coincé. Il a fallu un certain temps aux employés pour accéder à la roue, fermer la vanne et supprimer la différence de pression dans le tuyau qui aspirait Alex si violemment. La fermeture de vanne était située en contrebas du sommet du barrage, derrière une porte verrouillée. Malgré leur réaction rapide pour maîtriser la pression, il a fallu près de 30 minutes pour fermer la vanne. Cela peut sembler être un détail mineur, mais la petite ouverture de 10 pouces était un vortex dévastateur dans cette chambre d'eau. Lorsqu'un grand tuyau vide est relié à tout un réservoir d'eau, il y a une différence de pression incroyable. Cette différence est appelée ΔP. En mathématiques, le symbole delta signifie changement. Le P représente la pression, donc toute situation de ΔP en plongée doit être gérée avec beaucoup de précaution, car c'est l'un des risques les plus mortels du métier. La procédure LODO est utilisée pour gérer ce risque et avoir plusieurs paires d'yeux sur chaque source potentielle d'énergie, ou ΔP, dans le système. Une source illimitée de 7,50 m d'eau exerçait une pression sur un tuyau de 25 cm de large. La seule façon de relâcher la pression était de fermer la vanne, pour isoler l'eau du lac du tuyau de conduite forcé vide. Au moment où cela a été accompli, il était trop tard pour Alex. Son corps subissait une pression de 850 livres, ses muscles ne pouvant simplement pas élargir sa poitrine pour respirer. Après seulement quelques minutes, il a perdu connaissance et est mort. Après cette tragédie dévastatrice, une enquête a révélé des violations de la part de Georgia Power dans les procédures d'exploitation du barrage. La famille d'Alex Paxton a poursuivi Georgia Power en justice et a reçu un règlement confidentiel pour sa mort injustifiée. Il semble que tout le monde suivait les nombreuses procédures et plans pour s'assurer qu'aucune situation de ΔP n'existe, mais la liste de contrôle principale manquait une vanne essentielle. Le manque de plans fournis à l'entreprise de plongée a également été une défaillance majeure. Après cet incident, la liste de contrôle loto a été mise à jour pour inclure toutes les vannes du barrage. La perte d'Alex Paxton a été causée par un oubli dévastateur d'un élément essentiel de tout plan de consignation. Comment peut-on avoir une liste assez importante pour être vérifiée 3 fois lors de la fermeture, mais ne pas inclure une vanne absolument essentielle sur cette liste ? Je lui demanderai de garder un peu, juste tenir ton mou. Reçu. Merci.